Vous écoutez Des rivières et des hommes, un podcast de l'Indépendant en partenariat avec le SMAR, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières de l'Aude. Je suis Héloïse Sindré, je suis technicienne de rivière au SMAR, attitrée au secteur du Fresquel, donc l'ouest du département. Mais je suis aussi référente sur la thématique zone humide. Bonjour, donc je suis François Demangeau, élu à la commune de Casson-d'Ary, président du syndicat du Fresquel, également premier vice-président du SMAR, le syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, travaillant de manière étroite avec Madame Sandré, à la fois sur le bassin du Fresquel et sur la problématique des zones humides. Donc on est là aujourd'hui pour parler des zones humides. Est-ce que pour commencer, on peut définir ce qu'est une zone humide ? Alors de manière assez générale, il s'agit effectivement d'espaces, on pourrait dire, de zones de transition entre un milieu qui serait humide et un milieu qui serait sec. Il va assurer un petit peu cette jonction, cette liaison entre ces deux types d'environnement. Pour aller un petit peu plus loin, c'est que sur le département, ça peut prendre plusieurs formes. De la tourbière de haute montagne, on voit souvent les touradons, les marécages un petit peu de haute montagne. Ça peut être aussi la ripisylve en bord de rivière, donc la végétation de bord de cours d'eau, toutes les zones humides qu'il peut y avoir associées à un cours d'eau, mais ça peut être aussi les lagunes de Méditerranée, les petites dépressions, les petites marques qu'il y a derrière les dunes. Voilà, ça peut se représenter comme ça. Et d'ailleurs, du coup, l'intérêt, c'est que ça caractérise une zone où il y a une présence d'eau, soit permanente, soit temporaire. Ce qui n'est pas si habituel, c'est un peu aussi une des spécificités des zones humides. A contrario d'une zone humide, du coup, une zone sèche, c'est quelque chose qui pourrait s'apparenter à de la garrigue, par exemple ? Oui, c'est ça. Ça peut être ça. Ça peut être de la garrigue. Ça peut être un massif calcaire comme on peut retrouver sur le Minervois. Ça peut être ce genre de choses-là, ou les plaines agricoles qui peuvent être assez sèches aussi, en comparaison d'une zone humide, bien sûr. Quels bienfaits présentent ces zones pour la biodiversité, pour l'environnement, pour les hommes ? Alors elles ont plusieurs fonctions, ces zones humides-là. Il y en a plus d'une centaine, donc je vais peut-être pas toutes les lister, mais pour en reprendre quelques-unes, elles vont réguler naturellement les inondations. Donc elles ont un effet éponge en fait pour imager, c'est-à-dire qu'elles captent l'eau au moment où il pleut, au moment où il y a des crues, au moment où il y a des inondations, et elles la relarguent petit à petit pendant les périodes de sécheresse. Donc vraiment cet effet éponge qui relargue régulièrement. Elles améliorent aussi la qualité de l'eau, elles ont un effet filtre. Elles peuvent aussi diminuer les phénomènes d'érosion de sol. Quand il y a des pluies, que ça ruisselle pas mal, ça fait une petite zone tampon où ça garde les matières en suspension qui peuvent arriver dans les cours d'eau ou sur les routes. Elles peuvent aussi être un lieu de vie donc pour la biodiversité, donc de vie, de reproduction, de nourriture pour tout un tas d'espèces végétales comme animales. Elles peuvent aussi aider à la réduction des gaz à effet de serre. C'est vrai qu'on en parle moins de cette fonction-là, mais c'est non négligeable, c'est qu'elles captent énormément de carbone. Elles peuvent aussi être le lieu de production de matières premières, comme le bois, l'eau, mais aussi c'est un lieu de loisirs, avec la pêche, la chasse, la randonnée ou les observations naturalistes. Voilà, pour en citer que quelques-unes. Et pour compléter donc ce que vient de dire Héloïse, ça peut aussi être une contribution dans les cours d'eau en période d'étiage. Donc grâce à cette capacité, comme l'a dit Héloïse, à relarguer de l'eau de manière différée. Et pareil, ça peut aussi jouer un rôle d'écrêtage en période d'inondation. C'est une zone tampon qui joue dans les deux sens. Donc elle a énormément d'usages et on peut dire même de vertus. Du coup, elles ont de multiples bienfaits, ces zones humides. C'est pour ça qu'il faut les protéger. Et comment on fait pour les protéger, du coup, ces zones humides ? Alors tout à fait, il faut les protéger parce qu'on ne se rend pas toujours compte qu'elles existent déjà. On n'a pas toujours conscience qu'on peut avoir une zone humide au fond de son jardin, mais c'est souvent le cas. Elles ont beaucoup de vertus, que ce soit pour l'homme ou pour la planète. Donc au niveau de la réglementation, il existe plusieurs lois. Au niveau international, c'est depuis 1971, c'est ce qu'on appelle la Convention de Ramsar. Donc Ramsar, c'est la ville où a été signé ce traité-là. Et en fait, c'est la convention qui définit la zone humide et qui définit les protections associées à ces milieux-là. Au niveau européen, il va y avoir plusieurs directives, mais notamment celle qu'on connaît sous le nom de Natura 2000, celle qui est la plus connue, et qui préserve en fait soit de la biodiversité ornithologique, soit végétale, soit de milieux aquatiques. Et au niveau national, ça va se décrire avec le Code de l'environnement, et plus particulièrement la loi sur l'eau de 1992. Voilà, qui définit comment on les protège, par quel biais, sur quel territoire, quel périmètre, voilà. Et les mesures compensatoires si jamais on vient à détruire ou détériorer des zones humides aussi. Pour compléter le cadre global qu'a rappelé Héloïse,
on peut dire qu'effectivement, le ministère aujourd'hui a un projet de plan de préservation des zones humides sur le plan national, hein. Donc c'est énorme, hein, de mémoire, donc c'est à peu près 50 000 hectares d'ici 2026-2027. Et évidemment, l'Aude prend sa part, donc c'est à ce titre que le SMAR a été chargé d'établir un plan de gestion stratégique des zones humides, donc piloté par le SMAR, et donc c'est Héloïse Sandré qui travaille là-dessus, de telle sorte à contribuer à l'échelle du territoire audois dans ce programme national de préservation des zones humides. Donc ça passe effectivement, outre la réglementation, par une cartographie, par évidemment une sensibilisation des différents publics, quels qu'ils soient, qui peuvent être en contact avec ces zones humides. Par exemple, donc, on va en parler, hein, donc, le travail qui a été fait par le SMAR, hein, qui est en cours, hein, c'est le plan de gestion stratégique. Donc en fait, on a fait de la concertation de différents types de publics. Quels sont ces publics ? Effectivement, vous pouvez avoir des riverains qui vivent en proximité, mais vous avez bien entendu des agriculteurs qui aussi exploitent et vivent peut-être eux-mêmes à proximité d'une zone humide. Ça peut être éventuellement des publics scolaires, pourquoi pas s'il y a des activités. Il est vrai qu'à partir du moment où on veut aussi utiliser la fonction loisir des zones humides, comme ça a été dit par Héloïse Sandré, c'est aussi une question de formation et de sensibilisation auprès du milieu éducatif et des scolaires, hein, puisque le SMAR fait beaucoup pour la sensibilisation des jeunes scolaires à travers différents programmes. Donc la zone humide, elle rentre aussi dans ce cadre-là. Les publics les plus fréquemment rencontrés, ce sont des habitants des zones rurales comme on a dans l'Aude et la profession agricole. Du coup, juste pour compléter sur le plan de gestion stratégique des zones humides, pour expliquer un petit peu en quoi ça consiste, en fait, donc toutes les zones humides du territoire du bassin versant de l'Aude et de la Berre ont été recensées et ont été classés en fonction de leur fonction pour les prioriser en fait et savoir sur lesquels il faut intervenir urgemment, lesquels il faut préserver, lesquels il faut protéger, lesquels il faut restaurer. Voilà, ça c'est la stratégie qui a été mise en place par le SMAR et après l'idée c'est que ça soit décliné par les collectivités, par les parcs naturels régionaux, par le conservatoire du littoral, par les riverains eux-mêmes s'ils souhaitent s'investir. Voilà, c'est toute personne qui veut s'investir, tout porteur de projet peut se servir de ce plan de gestion stratégique des zones humides. Pourquoi sont-elles menacées en fait les zones humides ? Alors elles sont menacées déjà parce qu'elles sont mal connues. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de ce que peut être une zone humide. Ça peut aller, ce qu'on disait tout à l'heure, de la simple mare au fond de son jardin à des marécages comme la Camargue, ce genre de choses-là. Où là, on est d'accord que la Camargue, ça parle à tout le monde, mais voilà, la petite mare au fond de son jardin ou la zone de débordement en bord de rivière, c'est pas toujours perçu comme une zone humide. Donc je pense que cette mauvaise connaissance et cette appropriation que n'ont pas les riverains font qu'on ne se rend pas compte et qu'elles sont facilement détériorées parce qu'elles sont retournées, parce qu'elles sont comblées, parce qu'elles sont traitées, parce que les arbres sont abattus. Voilà, ça peut être des menaces. Après, le changement climatique est une menace non négligeable sur ces zones humides-là, parce que moins d'apport d'eau et moins du coup de relargage en période de sécheresse. Donc c'est quand même non négligeable sur le devenir des zones humides. Et on peut redonner vie à une zone humide qui a été bafouée, entre guillemets, on peut la restaurer ? Oui, on peut la restaurer. Nous, on appelle ça rendre son caractère humide à la zone, en recréant une topographie qui permet en fait de stocker l'eau, soit en replantant des plantes qui sont adaptées, ou en enlevant celles qui le sont moins. Il y a des zones humides, par exemple, si je prends un exemple sur la montagne Noire, où il y a beaucoup de pins qui ont été plantés. Et les pins sont des espèces qui drainent l'eau, donc ils font l'effet inverse. Enlever les pins et replanter des essences plus adaptées, comme le bouleau, l'aulne, le saule, etc. Ça peut être déjà une solution. Il y a la restauration, ça peut être aussi par un périmètre de protection sur certaines zones qui sont à caractère très important parce qu'il y a une espèce protégée. Il y a plusieurs biais qui peuvent être mis en place. Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous auriez un message à leur faire passer s'ils ont une zone humide dans leur jardin ? Peut-être donc leur jardin ou à proximité de chez eux, hein, comme ça a été dit par Héloïse, ça peut être des fois des zones boisées où on ne voit pas forcément l'eau, hein, donc on se dit presque une espèce de délaissé ou quelque chose qui est pas très valorisé ou valorisant, alors qu'en réalité il y a une présence d'eau. Donc la meilleure façon de le préserver, c'est aussi de se reconnecter à la nature. On a la chance de vivre sur un territoire quand même assez rural dans l'Aude, donc d'avoir une connexion à la nature, donc ça peut se faire par des choses très simples, hein, des balades le long des chemins, le long des routes. Quand on passe à proximité d'une zone humide, dans son jardin, si on a la chance d'avoir un grand jardin, ou dans sa ruralité environnante, on sent par exemple un petit point de fraîcheur. Vous voyez, ça a l'air anecdotique comme ça, mais on le ressent. Donc on voit que quand même c'est finalement quelque chose qui nous aide
et qui nous aident à bien vivre, y compris dans les périodes où on est parfois un peu soumis quand même aux aléas climatiques. Il faut le reconnaître, sur notre territoire, on a des étés particulièrement chauds et sévères. Ces zones-là, elles nous aident à avoir par exemple ce petit effet.